Actionne ton idée, ce sont des projets en sciences conjugués avec l'approche pédagogique et éducative en entrepreneuriat conscient, des projets authentiques où les jeunes sont au centre de leur apprentissage. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrat et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Madame Manon Saint-Hilaire, qui est enseignante en 6e année à l'École Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Saint-Jérôme. Bonjour Manon. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vais commencer par la question rituelle que je pose à tous nos invités. Si tu étais un personnage célèbre ou un personnage de fiction, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, spontanément, ce qui est monté, c'était Winston Churchill. Winston Churchill. Eh ouais. Tout un personnage, ça? Ben, c'est pour ça que je l'ai choisi. Non, mais je pense que j'ai choisi pour l'éclectisme de l'impact qu'il a eu sur l'humanité. Tu sais, il a gagné quand même un prix Nobel de littérature. Il a quand même changé l'histoire, la face d'un pays sur plusieurs décennies. C'était aussi quelqu'un qui avait un altruisme certain, un sens artistique aussi, pas juste au niveau littéraire, mais aussi au niveau de la peinture, tout ça. Fait que je trouve qu'il a pu toucher et changer un peu le monde dans plusieurs sphères de l'humanité. Puis c'est ce que je trouve intéressant de ce personnage-là. Puis en plus, c'est un gars de tête, Oui. c'est un stratège extraordinaire, mais c'était aussi un artiste. C'était un gars de cœur aussi. Oui, un altruiste, oui. C'est bon, c'est vraiment un bel exemple, en effet. Puis tu parlais de changer le monde, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'entrevue, bon. À la fin. OK. Tout au long de ta carrière, Manon, tu as reçu beaucoup de reconnaissance parce que avec tes élèves, tu as fait énormément de choses. Quelles sont tes motivations, tes inspirations en tant qu'enseignante depuis une carrière quand même respectable? Oui, qui achève d'ailleurs. Je ne suis pas au courant. Ouais. Non, je suis très, très contente du parcours que j'ai fait, effectivement. C'est quoi ta question? En fait, c'est un peu pourquoi tu as amené tes élèves dans ces aventures pédagogiques, tes inspirations. C'est pas moi qui les ai amenés là. On est allés là ensemble. Là. On est allés là ensemble, en fait. Tu sais, moi, je pars... on est curieux, on est ouvert. Fait que quand l'élève arrive avec « Hey, Manon, devine, j'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça. » On va voir. Puis s'il y a comme une intention qui s'installe, on y va. Ou des fois, là, il y a des projets exceptionnels là, qui sont partis d'un filet dans le journal local qu'on a lu ensemble puis qu'on a suivi la vague. Là. Ah oui. Tu as un exemple d'un filet qui devient une vague? Bien, un filet qui devient une vague, je vois dans le journal local que le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, fait des audiences, puis invite la population à venir déposer un mémoire, puis il passe à Saint-Jérôme dans des dates qui convenaient avec l'horaire de l'école. Fait que j'ai montré ça aux élèves, tout ça. J'ai dit, je vais peut-être y aller parce qu'ils veulent agrandir le dépotoir à Sainte-Sophie. Fait que peut-être que je vais déposer un mémoire. Ah, c'est quoi un mémoire? Puis là, suite à ça, on a décidé de l'écrire ensemble puis de le présenter ensemble. Puis bon, ça fait boule de neige puis ça a débloqué plein d'autres avenues pour les élèves que je pensais pas que ça arriverait à ça. Ou un autre truc tout simple, ça fait très longtemps, mais les élèves étaient désolés de ne pas pouvoir pouvaient pas venir à l'école en vélo. Donc, tout un projet au niveau de l'écomobilité qui s'est installé suite à une simple conversation. Puis là, on s'est dit qu'on voulait un milieu écomobile puis qu'il fallait trouver des solutions. Donc, on a trouvé des solutions. Toujours partir d'un problème authentique et essayer de trouver des solutions. Un problème ou un intérêt, des fois, juste, hey, j'ai vu ça, j'ai entendu parler de... Des fois, c'est juste ça. Mais oui, de partir de l'élève, mais aussi des valeurs profondes, parce que je pense qu'au départ, je pense que c'est ça. Quand on n'est pas branché sur des convictions profondes, les miennes, c'est d'être en action, puis c'est aussi beaucoup relié à l'environnement. Fait que si je ne suis pas branchée là-dessus, mes antennes ne seront pas allumées là-dessus. Ou si mes élèves essaient de me faire des signes là-dessus, peut-être que je vais être moins sensible aux signes qui m'amènent. Oui, exactement. C'est sûr que c'est important. Ce qui nous actionne, si je peux dire, le cœur de notre être, c'est fondamental dans le métier d'enseignant, je pense. Oui. Non, il faut savoir ce qui nous allume puis ce qui porte nos choix. Je pense que si on ne se questionne pas là-dessus au départ, je pense pas qu'on va être cohérent dans les actions qu'on va poser.
On va semer des graines, mais qui ne vont pas nécessairement fleurir. Je le vois comme ça. Puis on risque d'être moins heureux aussi, peut-être. Peut-être, sans doute même. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, que je connais depuis un certain temps, c'est ta devise, Ah ouais. Manon, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je la cite, apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour agir. Ouais. Comment on met en œuvre une devise comme celle-là au quotidien avec des jeunes en classe? Parce que c'est une devise pour le moins ambitieuse. Oui. Oui, c'est ambitieux, puis c'est quelque chose qui s'installe graduellement. Puis on ne se met pas en action, en grandes actions déployées en dehors de l'école tant que ça, c'est pas vraiment acquis puis intégré par les élèves. C'est-à-dire que, bon, au départ, là, apprendre pour connaître, bien, c'est évident que je suis là aussi pour transmettre des connaissances à des apprenants puis des compétences à des apprenants. Fait qu'il faut qu'on parte de là. Mais ce que je dis aux élèves, si c'est juste, ça peut juste être ça, notre année. Ça peut être cette étape-là. C'est l'école en général, c'est souvent ça. comme ça. Alors, ça peut être ça, notre année, mais le reste ne se passera pas tant que ça ne pourra pas être vécu. Fait qu'une fois qu'on a compris qu'on est des apprenants, puis si on va être des apprenants, puis pouvoir aller plus loin dans la devise, bien, il faut qu'on soit efficace. Il faut qu'on fasse des choix d'efficacité. Alors, c'est pour ça que dans ma classe, bien, les élèves sont motivés, sont mobilisés parce qu'ils ont le goût d'aller plus loin, mais ils savent que la priorité va toujours être l'apprentissage quand même, l'apprentissage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça doit rester la priorité, ça c'est clair. Hein? Il faut pas s'égarer. Hein, non, c'est ça. C'est important. Mais sauf que ça peut prendre tellement de couleurs, apprendre, connaître et tout ça. Mais là, une fois qu'on connaît, parce que l'image un peu que je leur donne, c'est connaître, c'est dans le cerveau. Là. Une fois que tu as connu, que tu connais, c'est ton cerveau. Alors là, tu as accès à ta connaissance, à ta compétence. Mais là, nous, on veut que ça descende dans le cœur. Donc, pour descendre dans le cœur, il faut qu'il y ait une compréhension profonde de ce qu'ils ont compris. Puis là, une fois que c'est descendu dans le cœur, bien là, je leur dis, là, maintenant, là, on ne peut plus garder ça pour nous. Il faut qu'on partage ça, il faut qu'on se mette en action. Hein? Fait que là, tu sais, ça part de la tête, ensuite le cœur, puis ensuite, on s'en va dans les mains puis les jambes. Tu sais, il faut qu'on aille plus loin. C'est un beau chemin, ça. Vraiment, la tête, le cœur et les jambes et les mains. Absolument, absolument. Hein, c'est vraiment intéressant. Parce que agir, hein, ça reste aussi une grande source d'apprentissage. Hein, en faisant des choses utiles, authentiques, c'est clair qu'on revient à connaître, à apprendre différemment, peut-être plus profondément parfois. Bien, d'après les témoignages que j'ai, oui, je pense que oui, ça reste pour toujours. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment intéressant. Parmi les nombreux projets que tu as accompagnés, tes élèves ont travaillé avec des ténébrions. Oui. Alors, ténébrion, dans le mot ténébrion, il y a ténèbres parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est, les ténébrions? Un ténébrion, c'est dans le fond, un coléoptère. Hein? Le ténébrion meunier, c'est un insecte. Oui. Oui. Alors, puis nous, ben, on travaille, on fait un projet d'entomophagie. Là, je n'ose pas le dire au passé, sauf que là, on est en autre chose, mais il reste vivant, mais là, il est moins intense qu'avant pour toutes sortes de raisons organisationnelles et de choix aussi. Mais... Entomophagie, c'est un autre beau mot. Hein? Oui, bien, l'entomophagie, c'est manger des insectes. Oui, c'est manger des insectes. Alors, oui, fait que là, dans le fond, nous... D'où ça part? D'abord, comment on fait pour découvrir les ténébrions? Bon, ben comment on fait pour avoir l'idée de les manger? Bon. On parlait de ça tantôt. Là. On saisit des occasions. Il y a une élève qui me dit ma mère m'a dit que le jardin botanique, parce que son ami travaillait au jardin botanique, insectarium, tout ça. Puis elle me dit ma mère m'a dit qu'il prêtait des fermes de ténébrions pour qu'on puisse observer les métamorphoses du ténébrion. Pendant 1 mois, on devrait postuler. Alors oui, on écrit. Et là, on a eu la ferme pendant 1 mois. Puis là, il y avait des petites activités, une petite banque d'activités qui venait avec l'observation. Parce qu'au départ, c'est un petit projet scientifique où on voyait la métamorphose de cet insecte-là. Mais il nous disait que le ténébrion meunier, c'était comestible et tout ça. Puis nous, ça nous a vraiment interpellés. Puis là, on a acheté de la farine de ténébrion pour goûter. Puis on était curieux, tout ça. Puis là, bien, suite à ça... on trouve ça dans le commerce? On a regardé en ligne. On a trouvé, oui, une compagnie en ligne là, qui est montréalaise, là, quand même assez locale, qui faisait ça. Puis fait qu'on a commandé, on a essayé. Puis là, après ça, on a décidé
de créer une petite micro-entreprise en lien avec ça. Puis ça a quand même eu un certain succès, puis ça a surtout emballé énormément les élèves. Puis le but aussi dans tout ça, c'est de voir que le Ténébrion, parce qu'on a un objectif, c'était un objectif éco-responsable là-dedans, Oui. c'est de dire que manger des protéines où on ne produit pas de GES, pas d'eau, où on ne fait pas de déforestation et qui est encore plus nourrissante, on ne peut pas faire ça. Il faut, apprendre pour comprendre pour agir, on est là. C'est-à-dire il faut qu'on diffuse et qu'on éduque les gens à ça, que manger des insectes. Il y a juste en Europe et en Amérique du Nord qu'on ne le fait pas, en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, il faut être conscient de ça, absolument. Oui, fait que là, les gens d'ici sont très réticents, mais Oui. là, nous, c'est ce qu'on essaie de faire voir, c'est qu'ailleurs, là, ça se fait depuis Absolument. des millénaires. Et si tout le monde le fait, ou en tout cas, le 3/4 du monde le font, c'est que... Le 3/4 du monde le fait, c'est que c'est qu'il y a des vertus, c'est qu'il y a des Exactement. bienfaits, c'est qu'il y a Tout à des fait. avantages. Fait que c'est ça qu'on essaie de démontrer. Puis, ma foi, ça marche quand même assez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les élèves, en fait, pour sensibiliser? Bon, on achète la farine, on fait quoi avec? Bien là, au départ, on voulait juste acheter la farine, mais la personne qui produit la farine nous a proposé de nous montrer comment nous-mêmes avoir notre propre ferme de Ténébrion et devenir nos propres producteurs de farine. Alors, c'est ce qu'on a fait après quelques hésitations de ma part quand même. Je ne sais pas si j'avais le goût de m'embarquer là-dedans, mais les élèves avaient tellement le goût. Donc, oui, on a notre ferme de Ténébrion où on a nous-mêmes produit notre farine. Puis, en collaboration avec mes collègues qui, eux, s'occupaient plus d'une partie plus végétale, puis moi, plus de la partie insectes, on a vendu à la cafétéria des produits fabriqués à l'école, puis on le vendait aussi dans notre petit kiosque à légumes. On vend encore de temps en temps, là, mais c'est juste à l'automne. Est-ce qu'on fait la même chose avec la farine de Ténébrion qu'avec la farine ordinaire? Non, c'est un goût quand même avec une certaine amertume. Okay. Donc, nous, on a fait des essais. On a fait appel à une nutritionniste. On lui a donné comme contrat, on lui a donné notre produit. Puis on lui a dit, propose-nous, Linda, mon petit, je te salue d'ailleurs. Alors, propose-nous 3 recettes à partir de cette farine-là. Puis on avait des contraintes, pas de cuisson, des trucs sans allergènes, des trucs comme ça, qui allaient bien facile à fabriquer puis à vendre dans nos écoles puis auprès de nos familles. Puis finalement, on est arrivé avec le produit final. On a goûté, on a débattu, puis finalement, c'est la barre protéinée chocolatée qui, à base de Ténébrion et de dattes là, qui a gagné... la faveur. La faveur populaire, effectivement. Oui. Ah, c'est assez formidable, hein? Une ferme de Ténébrion, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une tour à pâtisserie, là, avec des bacs, les bacs comme les bacs de vaisselle là, qu'on voit dans les restaurants, là. Alors, c'est une tour avec des bacs. Et puis là, dans certains bacs, il y a des œufs. Dans certains bacs, il y a des larves. Dans certains bacs, il y a des nymphes. Et dans certains bacs, il y a des adultes. Et bien sûr, la partie comestible, c'est les larves. Donc, c'est la deuxième partie de la métamorphose, la deuxième étape de la métamorphose. On ne peut pas tous les faire cuire parce qu'il faut penser à la génération suivante. Donc, il y a une certaine partie qu'on fait cuire, mais il y a une certaine partie qu'on garde, qu'on les laisse devenir adultes pour pouvoir avoir une ponte suivante. Puis, c'est beaucoup de travail parce que dans le bac des larves, les nymphes, ils se transforment en nymphes et les larves sont cannibales. Donc, elles vont manger les nymphes. Il faut trier à toutes les récrés, les élèves. Ah oui, tous les jours? Oui. Ouais, il faut trier. Mais là, ça, la ferme, pour des raisons... Ça, on a maintenant... là, la ferme, je l'ai mise de côté pour l'instant, mais on continue quand même, là. Parce que ça, c'est une leçon de science tout à fait extraordinaire. Juste ça, élever des ténébrions. Oui. Depuis la ponte jusqu'à l'adulte, la reproduction et tout, là, c'est formidable, ça. Bien, c'est formidable, certain. Puis en plus, c'est d'amener ça de faire le lien avec une alimentation responsable aussi. Totalement. Puis avec une autonomie alimentaire, dans le sens où ça coûte rien, ça n'a aucun impact sur l'environnement, puis tu peux... c'est aussi nourrissant qu'un burger, là. Hein, on va oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est des protéines, absolument. Mm-hmm. Ah oui. C'est assez fascinant. En tout cas, moi, j'imagine ça, là, puis je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Je voyais dernièrement des verres à soie
en vrai. Là. Puis ça me fait penser à ça. C'est aussi quelque chose de tout à fait exceptionnel. Là. Bon, c'est un autre domaine, mais quand même. Vous me donnez le goût de repartir ma ferme. J'espère. En tout cas, c'est sûr que c'est du boulot hein, pour les enfants. C'est de la responsabilité et des tâches et de l'organisation. Et en fait, en soi, juste la ferme, c'est un projet entrepreneurial. Ben oui, je comprends. Donc, puis oui. c'est 12 mois par année, puis c'est 7 jours par semaine aussi. C'est ça. Il y avait beaucoup de contraintes dans le contexte scolaire. Là. Bien sûr. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est sûr que, comme les jardins, etc., bon, l'été, on dit qu'est-ce qu'on fait pour les récoltes, pour entretenir le jardin. Mais là, c'est encore plus exigeant parce que c'est quotidien. Hein. Oui. Ah, c'est quelque chose, hein, vraiment. Est-ce que vous avez des partenaires? Tantôt, vous parlez d'une nutritionniste. Est-ce qu'il y avait des partenaires de la communauté? Est-ce que, d'habitude, la communauté est sollicitée dans les projets? Vous voulez dire dans les projets en général ou dans ce projet-là? Dans ce projet-là et en général aussi, les deux. En général. C'est sûr que là, nous, on a un partenaire important depuis plusieurs années parce qu'on est aussi on a un objectif de faire rayonner les producteurs locaux. Puis, principalement ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Donc, la ferme La Roquette, qui est tout près de chez nous, qui est une ferme biologique coopérative. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Nous, à notre kiosque de légumes, on vend leurs produits. On fait connaître aussi leur ferme, hein, leur entreprise auprès des familles, auprès des gens de la région. Puis aussi, on fait une activité de financement avec eux. Donc, on vend des paniers biologiques à chaque automne. Parce que vous dites que vous avez un kiosque de vente de légumes, vous avez un jardin? Non, c'est les légumes de La Roquette. Ah, d'accord. Oui, c'est tous les légumes de La Roquette. Donc, les élèves exploitent un kiosque où ils vendent... Nous, on est des intermédiaires parce que notre objectif, c'est de faire rayonner des gens. Donc, il y avait aussi un producteur de miel. Puis là, nous aussi, on s'est parti une petite ligne de vêtements. On a créé des vêtements. Fait qu'on vend nos vêtements, des légumes, du miel, des ténébarres. Ma collègue aussi, des pousses de tournesol. Donc... Et ça, j'imagine, c'est géré et réalisé et initié par les enfants, toujours? Bien, initié en collaboration avec nous. C'est sûr que nous, on est là pour porter, pour coordonner, pour s'assurer qu'on atteint les objectifs dans les temps requis, tout ça. Mais bien sûr qu'ils sont partie prenante, ils sont les principaux initiateurs de toutes ces idées-là, absolument. Ah ouais, c'est vraiment passionnant. Hein? Il y en a qui doivent s'ennuyer de vous quand ils s'en vont. Au secondaire. Il y en a que oui, il y en a que non. Qui fait l'unanimité en ce monde? Pour quelle raison? Oui, c'est ça dépend. Exactement. Et bon, est-ce que ça a intéressé particulièrement les enfants au domaine scientifique? Est-ce que ça a donné des idées de carrière ou des choses comme ça? Ou pas vraiment? Ben, c'est pas ça qui est ressorti. Moi, ce qui ressort vraiment plus, c'est plus au niveau de l'engagement citoyen, au niveau politique, je veux dire, au niveau environnemental, politique. C'est plus là que je vois des graines qui fleurissent. Là. Parlons-en. Oui. On est pas mal rendu là dans l'engagement citoyen. Ça aussi, c'est un domaine où, avec vos élèves, vous avez fait plein de choses importantes. Je peux en citer quelques-unes. Ma mémoire, lors des audiences publiques sur l'avenir énergétique du Québec, ça a été présenté par vous et vos élèves. Oui. Conseil de ville de Saint-Jérôme au sujet de la gestion de l'eau potable. Mm-hmm. Là, il y a eu des suites aussi, vous en parlerez un petit peu. Et ainsi de suite, là, il y en a toute une liste, si je ne m'abuse. Bien, il y en a beaucoup. C'est sûr que moi, souvent, là, on a tendance à dire les élèves, c'est les citoyens de demain. Ben non, c'est les citoyens de maintenant. Alors, ils doivent prendre part aux décisions, ils doivent être consultés. Ils ont le droit aussi de... Ils ont voix au chapitre. C'est très important pour moi que même si... Moi, j'enseigne en 6e année. Fait que souvent, là, primaire, tu sais, secondaire, on a plus d'ouverture un peu. Quand c'est primaire, on a tendance à dire « Ah, mais non, ils ne comprennent pas les enjeux, ils sont trop petits, ils sont bons. » Non. Fait que moi, c'est important. C'est sûr que je suis à la fin du primaire aussi, là. Mais il reste que... Non, on prend vraiment notre place au niveau de la vie citoyenne, puis d'être des influenceurs, de la tendance politique locale, mais aussi un peu plus large aussi, parce qu'on a posé des gestes aussi au niveau de la solidarité internationale. Des fois, ça va là. Des fois, c'était plus dans notre ville, c'est sûr, mais des fois, ça a été aussi au niveau plus provincial, là, à travers les années. Donnez-nous des exemples pour qu'on puisse mesurer tout ça. Des exemples. Bon.
Alors, en lien avec le projet de kiosque à légumes et tout ça, on était vraiment branchés sur l'autonomie puis la souveraineté alimentaire, puis l'autonomie alimentaire. Donc, avec les profits, parce que quand on vendait les légumes de la ferme La Roquette, on gardait 10 comme intermédiaire, puis on lui remettait le reste. Lui était gêné, il trouvait que c'était pas beaucoup, mais pour nous, on disait, c'est de faire rayonner ton entreprise et d'encourager les gens à manger local et biologique. C'est ça notre objectif. Mais le 10 quand même, c'est resté pour nous. Puis, à ce moment-là, on avait dit... l'an 1 du projet, avec les élèves, on avait dit, ouais, mais là, on ne va pas aller au cinéma ou manger de la crème glacée avec ça. Il faut qu'on reste branché sur la souveraineté alimentaire. Puis finalement, on avait trouvé dans la région un organisme qui s'appelle SLAMS, Solidarité Laurentide, Amérique latine, le M, je ne sais même pas c'est quoi. Amérique, probablement. Oui, ça doit être ça. Bon, puis là, bref, on avait trouvé un petit groupement de villages au Guatemala là, qui se battait un peu contre les multinationales qui avaient acheté toutes les terres des paysans puis qui faisaient de la monoculture, qui détruisaient, dans le fond, le pays. La biodiversité du pays était détruite. Puis il y a quelques petits villages qui s'étaient rassemblés ensemble, qui se sont rassemblés ensemble pour survivre à leur façon en maintenant une biodiversité, non pas de la monoculture, tout ça. Puis nous, on a décidé de les appuyer, fait que c'est à eux qu'on a donné l'argent. Puis avec ça, ils ont acheté des poules, des lapins pour leur permettre d'être autosuffisants. Puis ça fait bien plus de sens que d'aller manger une crème glacée au mois de juin. C'est clair, c'est clair. Oui, ça, c'est important de dire ça parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois, justement, particulièrement au primaire, de dire, on va récompenser les enfants, ils ont bien travaillé, ils ont fait des choses extraordinaires, on leur offre une gâterie. Est-ce qu'on peut faire un peu plus que ça? Voilà un exemple. Oui, absolument. C'est important, je pense, parce que justement, il y a toute cette sensibilisation des enfants, justement, à notre monde, à notre monde politique, comme vous disiez, même si c'est un mot qu'on n'allie pas vraiment facilement avec les enfants, mais qui est important. Vous me demandiez des exemples, j'en donne un autre rapidement là, qui vient de monter à ma mémoire avec ma collègue Geneviève. On avait, encore une fois, c'est parti d'un projet plus de type scientifique, mais qui est devenu un projet de type plus citoyen. La migration des papillons monarques, et le fait que c'est une espèce en danger. Notre mode de vie humain met un peu en danger la migration, le parcours migratoire des papillons monarques. Et puis, là, nous, on avait vu qu'il y a certaines villes qui avaient une certification de Amis des papillons monarques. Donc, en mettant en place il y avait des conditions respectées, entre autres de mettre disponible des aires de repos pour nous, on est sur la ligne de migration où est-ce qu'on habite, avec de l'asclépiade pour qu'ils puissent se reposer, se manger, se nourrir, parce qu'ils se nourrissent exclusivement d'asclépiade, fait que ça en prend. Puis avec le béton qu'on met partout, il y en a de moins en moins, avec les changements climatiques font en sorte que ça change un peu leur vie. Fait que là, nous sommes allés au conseil de ville pour proposer à la ville de Saint-Jérôme de devenir une ville amie des papillons monarques. Et puis, ils ont accepté. Donc, citoyens d'aujourd'hui, pas citoyens de demain. Absolument. Donc, on peut, la couleur de la ville a changé. Puis, aussi, la pertinence de la ville de Saint-Jérôme a pu être grandie grâce à cette action-là. Exactement. En fait, les élèves ont initié une action de la ville importante qui va avoir des conséquences sur plusieurs années. Mais ce qui est difficile, par contre, c'est de maintenir les acquis. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Même au niveau d'une ville ou des choses comme ça? Oui, c'est un travail continuel. Puis des fois, c'est la cohorte suivante qui doit travailler pour préserver les acquis de la cohorte précédente. Fait qu'il y a comme une cohérence intéressante aussi. Il y a une cohérence. Puis c'est la vie, ça. C'est pas toujours consensuel, là. C'est pas toujours consensuel quand on fait des actions politiques, des actions citoyennes. Ça peut déranger, ça peut ébranler, ça peut... Bon, alors, des fois, il faut se battre. Des fois, il faut être stratégique aussi. OK, est-ce qu'on y va dans la confrontation? Est-ce qu'on va plus stratégiquement? Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on revient si c'est un non? Bon, puis il faut accepter aussi que ça ne soit
sera pas notre façon. Une fois qu'on a lancé l'appel, peut-être que les politiciens vont l'utiliser d'une façon différente de notre vision de départ. Fait que ça aussi, c'est intéressant d'avoir à des fois défendre des acquis de l'année ou des 2-3 années précédentes, puis que là, tout d'un coup, ça tombe dans l'oubli. Puis des fois, nous aussi, là, tu sais, il y a des dossiers qu'on dit, bon, OK, ça, on a mené ça à terme, ça prendra le chemin que ça prendra parce que nous, on est rendu ailleurs, puis c'est correct aussi. Tout à fait. Et les parents, dans tout ça, est-ce que les parents ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils sont interpellés? Est-ce qu'ils participent? Les parents sont des partenaires essentiels pour plusieurs raisons. De façon bien prosaïque, là, les trucs qui se passent la fin de semaine, le soir, le week-end, on a besoin de transport. Oui, clairement. On a besoin d'appui. Puis des fois, il y a des parents qui sont des moteurs de... Parce que tout le réseautage, là, le maillage, c'est aussi avec les familles, l'ami de l'ami qui connaît. Des fois, c'est comme ça qu'un projet tous les rôles sociaux des parents. Absolument. Alors oui, les parents oui, font partie du processus, absolument. Puis ce que je leur dis en début d'année, cette année, vous allez en avoir plus, mais il faut que tu en donnes plus aussi. C'est un échange. C'est bon. Oui, c'est ça. Un échange de bons procédés. Oui. Je pense que c'est bien compris de la part des parents, puis ils trouvent que c'est bien équitable de le faire comme ça aussi. Oui, je comprends. C'est formidable. Vraiment, c'est très, très, très intéressant tout ce qui se passe chez vous. Peut-être pour terminer, une question mais à laquelle vous avez déjà répondu, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on change le monde à l'école? On change le monde à l'école en changeant l'enfant. Ah oui. Oui. Si on permet à l'enfant de découvrir... Là, quand je parle de mes élèves, j'ai le goût de pleurer. Fait que je ne sais pas si je vais aller là où je voulais aller. C'est pas grave. Je ne sais pas si... Mais oui, on peut changer absolument. On peut changer le monde parce qu'on change l'enfant. Ouais. Parce que l'enfant... Non, pas parce qu'on change l'enfant. Parce que l'enfant a des occasions de se transformer. Ah oui, ça, c'est mieux. C'est vraiment une très belle conclusion. Manon, vraiment, ça a été extrêmement intéressant d'être ensemble cet après-midi. Oui. Un grand merci. Donc, je rencontrais aujourd'hui Manon Saint-Hilaire, qui est enseignante en 6e année à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, c'est ça. Avec les beaux Aldéniens que j'aime. Absolument. Et donc, un grand merci à vous et à nos auditeurs. Revenez-nous pour d'autres balados sur l'esprit d'entreprendre, l'éducation entrepreneuriale consciente. Merci beaucoup. Au revoir. Le monde passionne les enfants. Pour eux, tout est à découvrir, tout est à expérimenter, tout est à ressentir. Voulez-vous être ce guide qui leur ouvre les portes de la connaissance, de la compréhension et de l'action?